Le président américain Donald Trump est furieux contre Vladimir Poutine, ce que le dirigeant russe n'avait jamais prévu. Il croyait pouvoir manipuler Donald Trump à sa guise, mais il réalise qu'il s'est grandement mépris. Donald Trump a exprimé sa colère envers Vladimir Poutine en lui assénant un puissant double coup. Cela met une pression énorme sur le dirigeant russe pour qu'il mette fin à son invasion de l'Ukraine. Ce double coup a mis Poutine au tapis et pourrait être crucial pour mettre fin à la guerre. Le 14 juillet, Donald Trump a annoncé que les États-Unis se préparent à prendre 2 mesures qui nuiront sérieusement à la Russie, dont une concernant l'OTAN. Les États-Unis se sont engagés à travailler aux côtés de l'OTAN pour fournir à l'Ukraine des armes de pointe selon les besoins. En somme, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN semblent prêts à fournir à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour affronter Vladimir Poutine. Pour accentuer la pression sur Vladimir Poutine, Donald Trump lui a donné un ultimatum de 50 jours pour conclure un accord de paix. Ou bien les États-Unis dévasteront l'économie russe avec des tarifs secondaires. C'est énorme. Les actions sont déjà très puissantes, mais ce qui inquiète encore plus Vladimir Poutine, c'est que ce double coup envoie le message que sa relation avec Donald Trump est en train de s'effondrer. Fini les manipulations et les mensonges. Donald Trump a fixé une limite à Vladimir Poutine en lui disant de se plier aux exigences américaines. La Russie devra faire face aux conséquences, notamment le nouvel accord de l'OTAN, si elle ne change pas de cap. Examinons de plus près ses conséquences. Selon Euromaidan Press, Donald Trump a confirmé la conclusion d'un nouvel accord avec l'OTAN, qui permettra de livrer au moins un paquet d'aide important à l'Ukraine. Ce paquet serait estimé à plusieurs milliards de dollars et impliquera les États-Unis et l'OTAN travaillant ensemble pour fournir des armes avancées à l'Ukraine. Cependant, les types précis d'armes n'ont pas encore été dévoilés. Cet accord devrait permettre à l'Ukraine d'obtenir plus de batteries de défense aérienne Patriot, de missiles et d'autres systèmes de défense aérienne, pour l'aider à se protéger des assauts aériens déchaînés de Poutine. Cette protection est nécessaire. Alors que sa campagne terrestre affaiblit en 2025 Poutine, s'est davantage appuyé sur des frappes aériennes pour endommager l'Ukraine. Rien qu'en juin 2025, la Russie a atteint un nouveau record mensuel en envoyant 5429 drones pour mettre à mal les défenses aériennes de l'Ukraine, selon la British Broadcasting Corporation. Et en juillet, la Russie avait déjà lancé 2000 drones au cours des 9 premiers jours du mois. La British Broadcasting Corporation souligne également que la production de drones s'accélère en Russie, où le pays pourrait bientôt être capable de tirer 1000 missiles et drones sur l'Ukraine en une seule journée. L'Ukraine a besoin de systèmes avancés pour se défendre contre cet assaut. Dans le cadre du nouvel accord de l'OTAN, Donald Trump affirme que certains de ces systèmes arriveront en Ukraine dans quelques jours. Donald Trump affirme que les États-Unis ne financeront pas la livraison de ces armes. À la place, les pays qui disposent déjà de systèmes Patriot acceptent de les envoyer en Ukraine en échange de la livraison de nouveaux systèmes en provenance des États-Unis. Donald Trump suggère que les alliés de l'OTAN des États-Unis financeront tout. Selon Euromaidan Press, Mark Rutte, chef de l'OTAN, trouve logique de faire payer la facture aux membres européens de l'organisation. Tout cela se produit pour une raison simple. L'OTAN a accepté d'augmenter ses recommandations de dépenses de défense pour ses membres à 5% de leur produit intérieur brut. Cette annonce a été faite le 25 juin lors du dernier jour du sommet de l'OTAN à La Haye. Rutte a salué cette décision, prise dans le cadre du plan d'investissement pour la défense de La Haye, déclarant que cela entraînera un saut quantique dans notre défense collective, selon le département de la défense des États-Unis. Les alliés ont posé les bases d'une OTAN renforcée, plus juste et plus meurtrière, selon Rutte. Trump a ajouté que cet argent doit être dépensé pour le meilleur matériel militaire disponible. Il est crucial que ces fonds additionnels soient alloués à de l'équipement militaire de qualité, et non à la bureaucratie. Trump a affirmé lors du sommet qu'il espère que ce matériel sera fabriqué en Amérique, car nous avons le meilleur matériel au monde. Il reste à voir si les membres de l'OTAN achèteront presque exclusivement aux États-Unis. Cet engagement a néanmoins contribué à apaiser les craintes de Trump sur les dépenses collectives de l'OTAN. Trump a maintes fois questionné l'engagement des États-Unis envers l'OTAN ces dernières années, citant les dépenses comme principale inquiétude. En mars dernier, il a même déclaré que les États-Unis pourraient ne pas aider un allié de l'OTAN qui, selon lui, ne contribuait pas suffisamment. C'est logique, non? Trump a demandé lors d'une rencontre avec la presse dans le bureau ovale. S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne vais pas les défendre. Il semble que l'OTAN ait entendu le message de Trump. L'OTAN va augmenter sa recommandation de dépenses du produit intérieur brut de 2% à 5%, soit une hausse de 3% par rapport à la recommandation précédente. Cela suffit à Trump pour qu'il accepte de retravailler avec l'OTAN pour aider à approvisionner l'Ukraine, une nouvelle dévastatrice pour Poutine. Cependant, il y a quelques réserves concernant l'annonce de l'OTAN. Pour commencer,
La recommandation de l'OTAN concernant les 5% du produit intérieur brut n'est justement qu'une recommandation. Il est probable que l'organisation n'obligera pas ses membres à atteindre les 5% s'ils ne sont pas en mesure de dépenser autant. Même les États-Unis n'y sont pas encore, avec des dépenses de défense représentant 3,4% de leur produit intérieur brut en 2024. C'était équivalent à l'Estonie, mais moins que la Pologne qui a alloué 4,1% de son produit intérieur brut à l'armée. Bien sûr, les États-Unis ont dépensé bien plus que les deux pays réunis en valeur absolue. L'idée est que 5% est un objectif ambitieux pour toutes les nations, ce qui est peut-être le but. L'annonce de l'OTAN vise moins les dépenses que la volonté de montrer l'engagement du groupe à répondre aux préoccupations de Donald Trump sur le fait que les autres membres dépensent trop peu. L'autre réserve est que certains membres de l'OTAN sont insatisfaits de l'annonce des 5%. L'Espagne est en tête de liste, Deutsche Welle, rapportant que son premier ministre, Pedro Sánchez, a déjà qualifié l'annonce d'irraisonnable. Selon Sanchez, cela détournerait trop d'argent public, ce qui pourrait porter atteinte à l'économie de l'Espagne. Fanella Magherti, de l'Institut international d'études stratégiques, souligne également que de nombreux pays de l'OTAN devront soigner leur communication si leurs populations respectives doivent accepter une telle augmentation des dépenses de défense. Sanctuariser et prioriser la défense malgré la réduction des dépenses publiques est un défi politique. Et il faudra une communication publique forte pour que cela soit accepté par l'électorat. Magherti a affirmé, suite à l'annonce de l'OTAN, que la dette était un problème à considérer dans tous les gouvernements actuels. Beaucoup de membres de l'OTAN sont lourdement endettés par rapport à leur produit intérieur brut. La dette de la Pologne représente 553% de son produit intérieur brut. Bien que ce pays de l'OTAN soit le plus proche du seuil des 5% d'autres membres, ont une dette nettement supérieure. La Grèce a un niveau d'endettement de 1536%. La dette du Royaume-Uni s'élève à 1018% de son produit intérieur brut, et celle de la France est de 113%. Ces niveaux d'endettement soulèvent des questions sur la capacité de chaque membre de l'OTAN à réellement atteindre la recommandation de 5%, sans emprunter beaucoup plus d'argent. Cela risque d'aggraver leur endettement. La sécurité coûte cher. Il semble que ce soit un prix que l'OTAN est prête à demander à ses membres de payer. C'est suffisant pour Trump. Et c'est certainement une bonne nouvelle pour l'Ukraine, puisque l'annonce des 5% a jeté les bases du premier des puissants coups de Trump contre le régime de Poutine. Le fonctionnement de l'accord débute par une évaluation. Reuters affirme que l'OTAN va déterminer les besoins de l'Ukraine, probablement avec l'aide du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de son équipe. Cela permettra à l'organisation de prioriser certains types d'armes. Comme mentionné, la défense aérienne est cruciale, mais il sera intéressant de voir quels autres types d'armes arriveront en Ukraine suite à cet accord. Si j'étais Vladimir Poutine, je reconsidérerais la question de prendre les négociations sur l'Ukraine plus au sérieux, a déclaré Reuters suite à l'annonce de Trump. L'initiative de l'OTAN pourrait faire réfléchir Poutine. Mais c'est la menace de Trump d'imposer des tarifs douaniers qui inquiétera vraiment le dirigeant russe, compte tenu de l'état de l'économie de son pays. Trump n'a pas encore annoncé de tarifs douaniers, mais il a menacé Poutine de les imposer s'il n'acceptait pas la paix d'ici 50 jours. Sky News rapporte que Trump a déclaré qu'il était très mécontent de la Russie lors de la réunion à la Maison-Blanche avec Ruta, où il a annoncé l'accord avec l'OTAN, et qu'il envisage d'imposer des tarifs sévères d'environ 100% à la Russie si aucun accord n'était conclu. Ces tarifs ne s'appliqueront pas exactement comme les autres tarifs imposés par Trump. Les tarifs imposés par les États-Unis ne viseront pas directement les exportations russes, mais seront une forme de sanction secondaire punissant tout pays commerçant avec la Russie. L'idée est relativement simple, comme l'explique la British Broadcasting Corporation. Tout pays qui commerce avec la Russie devra payer cette taxe s'il veut vendre ses produits aux États-Unis. Si l'Inde continue d'acheter du pétrole à la Russie, les entreprises américaines important des produits indiens devront payer une taxe ou un tarif d'importation de 100% à l'arrivée de ces produits aux États-Unis. Cela ferait monter les prix des produits au point où les entreprises américaines les achèteraient probablement ailleurs à moindre coût, ce qui réduirait les revenus de l'Inde. Les États-Unis ont déjà utilisé cette stratégie auparavant. En avril, ils ont imposé un tarif secondaire de 25% à tout pays achetant du pétrole au Venezuela, directement ou via des tiers. Ce dernier point inquiétera Poutine, qui a pu continuer à vendre du pétrole à des pays comme la Chine et l'Inde. Il utilise une flotte fantôme de navires pour faire croire que ces produits sont expédiés d'ailleurs. Mais cela ne passera pas avec les tarifs secondaires américains. Si Trump va jusqu'au bout, tout pays qui accueille un navire de la flotte fantôme de Poutine pourrait subir un coût financier. Si ces sanctions persistent, les pays touchés pourraient cesser de commercer avec la Russie, nuisant à l'effort de guerre de Poutine. En théorie, oui. Mais pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas annoncé de droits de douane directs contre la Russie? Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Selon Russia Matters,
La Russie a été épargnée par les droits de douane directs annoncés par Trump contre presque tous les autres pays en avril, en raison des sanctions déjà en place. Castellumé indique que les États-Unis ont actuellement 7384 sanctions contre la Russie, dont 6433 ont été imposées à Réessian après l'invasion de Poutine. Les États-Unis affirment que ces sanctions ont déjà entraîné un arrêt quasi total des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie. Et c'est vrai, relativement parlant, selon le bureau du représentant américain au commerce. Bien qu'ils soient deux des plus grandes nations du monde, la Russie et les États-Unis n'ont échangé que pour 35 milliards de dollars de commerce en 2024. Ce chiffre est un des minimes par rapport au pouvoir d'achat et d'exportation des deux nations. Sur ces 35 milliards de dollars, 3 milliards provenaient des importations américaines depuis la Russie, soit 342% de moins que l'année précédente. L'argument est qu'un tarif direct serait inefficace vu les échanges commerciaux déjà très limités entre les États-Unis et la Russie. Russia Matters suggère une autre raison possible. Il dit que les États-Unis pourraient encore espérer que la Russie revienne sur la scène internationale et redevienne un partenaire commercial clé. Pour y parvenir, Vladimir Poutine devra au minimum accepter un cessez-le-feu et engager la Russie vers une paix totale avec l'Ukraine. Les États-Unis évitent peut-être les droits de douane directs pour tenter d'amadouer Vladimir Poutine. Pas de droits de douane directs si la Russie prend la bonne décision. La menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane signifie aux yeux de Vladimir Poutine que les États-Unis sont prêts à paralyser l'économie russe si le dirigeant russe refuse de coopérer. Selon la British Broadcasting Corporation, les ventes de pétrole et de gaz de la Russie représentent environ un tiers des recettes de l'État et plus de 60% de ses exportations totales. Ces ventes sont vitales pour Vladimir Poutine. En 2024, la Russie a tiré 108 milliards de dollars de ses combustibles fossiles, selon Reuters. Les revenus pétroliers et gaziers russes ont augmenté de 26% en 2024 par rapport à 2023, alimentant la machine de guerre de Poutine. Cependant, ils ont diminué en 2025. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, les revenus ont baissé de 18% en glissement annuel au T2 2025, malgré une hausse de 8% du volume expédié par la Russie. Malgré la baisse des ventes, Vladimir Poutine ne peut pas laisser les États-Unis réduire les exportations de pétrole et de gaz russes. Le dirigeant russe sait que c'est son talon d'Achille, comme l'appelle le Conseil de l'Atlantique. En novembre 2024, le Conseil a souligné que la capacité de la Russie à soutenir son offensive militaire en Ukraine dépend des revenus de ses exportations de combustibles fossiles. Le chiffre d'un tiers du budget de l'État revient, et le Conseil de l'Atlantique note qu'une pression accrue sur les exportations russes pourrait être un coup fatal. Pour freiner l'inflation galopante, la Banque centrale de Russie a récemment relevé les taux d'intérêt à 21%. Les coûts croissants de la guerre et les dégâts causés par les mesures de sanctions s'ajoutent à ces pressions. Si les exportations d'énergie étaient encore réduites, l'effort de guerre de la Russie pourrait être gravement affecté, forçant Vladimir Poutine à choisir entre poursuivre l'invasion ou éviter l'effondrement économique. En novembre, le Conseil a annoncé que le taux d'intérêt de la Russie est maintenant à 20%. Ce n'est pas un grand bond en avant, indiquant que l'économie du pays progresse. Des sanctions secondaires ajouteraient de la pression. Si Donald Trump va jusqu'au bout, il fera réfléchir chaque pays faisant affaire avec la Russie sur ses partenaires commerciaux. De grandes puissances comme la Chine pourraient continuer à acheter du pétrole russe à bas prix. La Chine a déjà riposté aux tarifs américains par ses propres mesures. Mais les petits pays pourraient se tourner vers d'autres partenaires commerciaux. Poutine ne perdrait pas tous ses revenus provenant du pétrole et du gaz. Il pourrait perdre suffisamment pour subir une pression financière alors que son pays est déjà en difficulté. L'annonce de Trump est importante pour plusieurs raisons, au-delà de son impact initial. Tout d'abord, Trump a changé de ton envers Poutine. Selon la British Broadcasting Corporation, lors de son annonce à la Maison-Blanche, Trump a insinué que l'Ukraine était en partie responsable de la guerre initiée par Poutine. Toutefois, la plupart de sa colère visait Poutine, le dirigeant russe, et sa nature trompeuse lors de ses échanges avec Trump. Bien que Trump ait déclaré qu'il parlait régulièrement avec Poutine et qu'il discutait beaucoup de la conclusion d'un accord de paix, les actions de Poutine ne reflètent pas ses paroles. Trump a remarqué que les frappes aériennes contre l'Ukraine suivent souvent ces conversations. Après 3 ou 4 occurrences, Trump a affirmé que les discussions sont vaines. Il a évité de le traiter d'assassin mais l'a qualifié d'homme dur. Au fil des années, il a trompé de nombreux présidents. Clinton, Bush, Obama, Biden, mais pas moi. À un moment, les paroles ne suffisent plus. Il faut agir. Ce discours peut inquiéter Poutine. Il ne souhaite pas que Trump le décrive comme quelqu'un en qui on ne peut avoir confiance.
Cette décision ouvre la voie à d'autres actions américaines pouvant nuire à l'effort de guerre russe. L'annonce de Trump est également importante pour une autre raison. La déclaration de Trump sur la Russie, annoncée une semaine avant son double coup, n'est peut-être pas aussi forte qu'espérée par beaucoup. Cependant, certains estiment que ce double coup est insuffisant pour porter le coup de grâce. Briar Stewart, de Canadian Broadcasting Corporation, l'a dit dans un article du 14 juillet, en notant que le fait que Trump donne à Poutine 50 jours pour accepter un cessez-le-feu n'est pas vraiment la conséquence immédiate à laquelle beaucoup s'attendaient pour Poutine. Cela fait plus d'un mois que Poutine peut utiliser des frappes aériennes supplémentaires pour affaiblir la position de négociation de l'Ukraine. C'est aussi du temps que Poutine pourrait utiliser pour tenter de dévier Trump de sa trajectoire actuelle. Cet avis est partagé par John Hardy, qui est le directeur du programme Russie à la Fondation pour la défense des démocraties. Il déclare à Radio Free Europe que la déclaration de Trump est révélatrice d'un président qui va dans la bonne direction. Cependant, il remet en question la nécessité de donner plus de temps à Poutine, car Poutine a déjà clairement montré qu'il n'a aucune intention, pour l'instant, de négocier sérieusement. Hardy a déclaré aux médias qu'il ne sait pas pourquoi Trump attend encore. Les réactions du Kremlin et des investisseurs russes sont peut-être encore plus révélatrices. Radio Free Europe souligne que la principale bourse russe, le MISEX, a augmenté de 27% à la suite des annonces de Trump. Cela reflète le fait que les investisseurs pensaient que les mesures financières que Trump allait annoncer seraient bien plus sévères et immédiates qu'elles ne l'ont finalement été. Le Kremlin n'a pas encore fait de déclaration officielle. Toutefois, Sergei Markov, ex-conseiller de Poutine et actuel commentateur pro-Kremlin selon la British Broadcasting Corporation, qualifie déjà les menaces tarifaires de Trump de bluff. Il ajoute qu'il pense que Trump a renoncé à essayer d'obtenir la paix en Ukraine. Ces commentaires reflètent-ils l'opinion dominante au Kremlin? Il est difficile de dire, Markov a probablement une ligne directe avec Poutine, autant que possible. Il est probable que ces propos aient été vérifiés et approuvés par le Kremlin. Un double jeu est aussi envisageable. Le Kremlin pourrait utiliser Markov pour minimiser la menace de tarifs de Trump, afin que Poutine continue d'apparaître fort aux yeux de son peuple. Cependant, les annonces de Trump sont cruciales. Il faudra attendre 50 jours pour voir si ces menaces de tarifs supplémentaires se concrétisent. Mais en attendant, les États-Unis vont travailler aux côtés de l'OTAN pour s'assurer que l'Ukraine dispose des armes nécessaires pour se défendre contre l'escalade des attaques aériennes de Poutine. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine, qui comptait sur les drones et missiles russes pour son offensive d'été. Cependant, la question demeure, cela suffira-t-il à amener Poutine à se négocier? À voir. Mais en attendant, Poutine doit faire face à d'autres problèmes au-delà des États-Unis et de leur double coup. La marine russe est au bord du gouffre, Poutine étant incapable de la sauver. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission Militaire pour suivre les dernières actualités sur la guerre en Ukraine. Merci de votre visionnage.